Bonjour et merci de vous être mobilisés pour participer à ce séminaire. Alors effectivement, le canton de Genève est intéressé par cette question-là, par cet enjeu futur, hein, c'est utopie aujourd'hui, réalité de demain. La question de la mobilité nous interpelle, même si historiquement la politique de l'énergie s'est d'abord souciée après la crise du pétrole, de l'économie d'énergie dans le bâtiment. Aujourd'hui, les questions d'électricité sont devenues extrêmement actuelles avec Fukushima et la stratégie du Conseil fédéral de sortir du nucléaire et donc de réussir à substituer nos ressources de production d'électricité actuelles, à savoir du nucléaire, par des nouvelles énergies renouvelables. Et la mobilité présente des enjeux qui me propose en guise d'introduction de les présenter sans aller trop dans le détail. En tout cas, nous avons été intéressés à... Ça marche? À soutenir effectivement le test d'une balayeuse communale à hydrogène. Pour nous, c'était évidemment dans une démarche exploratoire, une démarche d'innovation. Et c'est vrai que ce type d'innovation sert aussi à préparer l'avenir, tester technologiquement la faisabilité de cette nouvelle solution. Et puis, elle permet aussi de préparer, je dirais, socialement, les parties prenantes, les acteurs, les communes, les techniciens communaux aussi à changer de matériel, peut-être changer un petit peu d'habitude dans la façon d'utiliser ce type de matériel. Donc, il n'y a pas qu'un enjeu technique derrière le soutien financier qu'on peut apporter à ce type de test. Ah, là, ça a bougé, mais on est un peu trop loin. C'est la deuxième, celle-là? Non, il y a un décalage entre ce qui est affiché là et ce qui est affiché là. C'est assez étonnant. Alors, si j'arrive à basculer moi-même les slides, voilà, c'est comme ça. Mais ça ne figure pas. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave, c'est dans le désordre. Ouais, est-ce qu'on y arrive? Alors, ok. Voilà. Et là, est-ce que ça switch? Ouais. Ah voilà, ça a l'air d'aller. Oui, c'est bon, c'est ça, c'est bon. Voilà. Alors, vraiment, rapide pour horizon, mais les enjeux de la politique énergétique. Le premier de tous, j'ai parlé tout à l'heure de la crise du pétrole, et c'est vrai qu'aujourd'hui, un gouvernement, quel qu'il soit, bien sûr, il y a le contexte de l'épuisement des ressources, le contexte du réchauffement climatique, etc. Mais la première des missions, et d'ailleurs c'est dans la Constitution fédérale, dans la Constitution cantonale, la première des missions, c'est d'assurer l'approvisionnement de l'économie de la société. Si on coupe l'électricité ou le chauffage, vous allez très vite protester. Donc, l'approvisionnement énergétique, c'est une question cruciale. Aujourd'hui, on en parle, on reparle de géopolitique, on parle de l'Ukraine, du gaz, de l'Union européenne. Tout ça, c'est la première des missions de la politique énergétique. Mais évidemment, l'approvisionnement, il ne s'agit pas de sécuriser de n'importe quelle façon. Et là, rentre en compte le double défi, le défi climatique, le défi de l'épuisement des ressources, et puis aussi des enjeux économiques derrière cet approvisionnement énergétique. Ça, c'est aussi une dimension extrêmement importante. Et puis des enjeux locaux, des enjeux sanitaires. Localement, on sait que la combustion, ça dégage de la pollution atmosphérique. Et puis, par exemple, dans le centre de Genève, près de l'aéroport, on n'est pas conforme aux normes fédérales en matière de qualité de l'air. La concentration en oxyde d'azote, elle est supérieure aux normes admises au niveau fédéral. Donc, il y a tout un plan d'assainissement, je dirais, de la qualité de l'air dans cette région. L'objectif du canton, il est de modifier quantitativement et qualitativement notre approvisionnement énergétique. Alors, le modifier quantitativement, c'est diviser par 3 notre consommation. Alors, on pourra diminuer par 3 notre approvisionnement. Ça, c'est l'aspect quantitatif. On divise par 3 notre consommation. Et on veut que notre part d'énergie renouvelable représente les 3/4 de notre approvisionnement. Aujourd'hui, l'électricité est pratiquement 100% d'origine renouvelable à Genève. Donc à Genève, on a un quart de notre approvisionnement qui est d'origine renouvelable. On veut que 75% de notre approvisionnement, toutes énergies confondues, électricité, combustible, etc., soit d'origine renouvelable.
C'est l'objectif proposé par le Conseil d'État. Il s'inscrit dans la vision d'une société à 2000 watts. Une société à 2000 watts, c'est ça, c'est 3 fois moins de consommation, donc plus de renouvelables. Et puis, le Conseil d'État a proposé en mai de l'année dernière des jalons intermédiaires. Le premier, c'est de baisser la consommation de 15% d'ici 2020 par personne, toute forme d'énergie confondue, et de 35% d'ici 2035. Ce sont des objectifs, en fait, qui ont été définis, proposés par la Confédération et que le canton de Genève a repris à son compte. Sur ce graphique, on voit au niveau national suisse l'évolution dans le temps de l'approvisionnement énergétique suisse. Alors, vous avez des gens qui vous indiquent que en jaune, par exemple, on voit le gaz. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution importante depuis les années 50, finalement, de l'ensemble de notre consommation d'énergie. C'est lié au développement de la mobilité, au développement aussi de l'usage des appareils électriques pour toutes sortes d'utilisations. Et on voit aussi l'apparition du gaz seulement dans les années 70. Le gaz, c'est finalement assez récent. Le réseau de distribution gaz à Genève a été développé dans les années 70. Et puis, on voit apparaître, perdurer, je dirais, dans le temps, alors, on ne voit pas tellement de l'électricité, la part d'approvisionnement hydroélectrique en Suisse, mais vous savez qu'en Suisse, on a 60% de notre capacité de production qui est hydraulique, 40% étant essentiellement nucléaire. Alors, ce chemin-là s'est accompagné aussi par une croissance importante de la part des carburants automobiles. C'est la partie rouge, un peu violette, qui était qui était très faible avant les années 40, et puis qui maintenant occupe une part extrêmement importante de notre consommation. Donc là, ça rejoint la question de la quantité. Et puis si on regarde à Genève à peu près la proportion des vecteurs énergétiques consommés et de leur usage, on voit que le gaz et le mazout, ça fait à peu près 50% de la consommation totale du canton. C'est utilisé essentiellement pour le chauffage et l'eau chaude. Et les carburants, ça représente un quart. Donc la mobilité, qui est essentiellement une consommation de carburant automobile, il y a évidemment aussi le rail, les trams, c'est de l'électricité, mais par rapport au reste, par rapport au carburant, c'est faible, c'est un quart de notre consommation totale. Ici, vous avez une vision de la consommation moyenne d'une famille suisse, je crois que c'est 4 personnes. Les calculs ont été faits pour montrer, finalement, sous une forme différente, de faire un bilan qui englobe non seulement la consommation d'énergie, mais aussi le contenu énergétique en énergie grise de l'alimentation, de l'utilisation. Donc il y a aussi les intrants agricoles pour produire la nourriture qu'on mange, l'énergie que ça représente, etc. Et on voit que la mobilité représente 12 847 kWh par personne et par an sur un total de 55 000. Donc on est plus ou moins dans le quart, une cinquième à peu près de la consommation dans cette approche-là. Alors la transition énergétique, qu'est-ce que c'est concrètement pour la Confédération? C'est sortir le nucléaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, réduire la consommation d'ici 2050 d'à peu près 50% par personne, et puis concrètement aujourd'hui, elle se traduit par un projet de révision de la loi fédérale sur l'énergie qui est discuté au Champ fédéral en ce moment. On appelle ça le premier paquet d'adaptation des conditions cadres, mais on sait déjà que les modifications légales proposées ne suffiront pas à être seules à atteindre ces objectifs. Il y a déjà un deuxième paquet en préparation pour 2020 à peu près, qu'on appelle la réforme fiscale écologique, et ça vise à supprimer finalement à terme toutes les subventions. Pourquoi? Parce que cette réforme fiscale écologique prévoit d'augmenter le prix de l'énergie, des carburants, des combustibles, de l'électricité, à un niveau tel que chaque acteur, chaque décideur, dans toutes ses décisions d'investissement, eh bien, considérant le prix de l'énergie, va choisir spontanément, entre guillemets, des solutions économes, efficaces, renouvelables. Parce que, évidemment, on va taxer davantage les énergies fossiles que les énergies renouvelables, et qu'il y aura donc une sorte de décentralisation des décisions d'investissement. Donc, c'est l'instrument économique de la taxe que la Confédération privilégie aujourd'hui pour que demain, faire basculer notre société. Alors, les potentiels d'économie d'énergie, on les retrouve évidemment sur tous les champs de consommation, donc la mobilité à gauche. Ici, on a exprimé en termes de litres, on a regardé des kilowattheures électriques, là, c'est des litres
de carburant pour 100 km. Ben voilà, aujourd'hui, on a des voitures qui consomment 10 litres au 100 km, ce qui est tout à fait vrai. Il faut voir ce qu'on considère, les cycles urbains normalisés, la réalité de la consommation, etc. Et on dit, ben voilà, on peut facilement descendre à 3 litres, ça existe. Ou alors avec d'autres vecteurs énergétiques qui ont un contenu énergétique au kilomètre parcouru, encore même inférieur à ça, avec des motorisations et propulsions électriques notamment. Pour des immeubles, ben, tout le monde connaît plus ou moins la consommation moyenne des bâtiments. On dit c'est pas encore très élevé, hein, c'est en dessous de la moyenne suisse, hein, par mètre carré. Et ben, on sait qu'on peut aujourd'hui faire des bâtiments l'énergie B, l'énergie A, qui consomment beaucoup moins d'énergie par une bonne isolation et aussi par le recours localement à des sources d'énergie renouvelables, des panneaux solaires, etc. Et puis pour les déchets, ben, il y a encore du chemin à parcourir. Et puis c'est vrai que je parlais tout à l'heure d'énergie grise, de l'énergie qui est contenue dans les objets qu'on consomme. Là, en fait, la notion de société à 2000 watts, elle impose aussi une amélioration assez sensible de recyclage de nos produits. Si on regarde la transition énergétique, c'est des opportunités. C'est sûr que c'est un défi par rapport à des contraintes qui sont fortes, hein, qui sont la maîtrise de notre approvisionnement, que sont le défi climatique. Mais c'est aussi une opportunité parce qu'en fait, passer dans la transition énergétique, c'est rénover de façon assez massive le parc immobilier, puisqu'à lui seul, il représente 50% de la consommation d'énergie. Et puis, on préfère investir de l'argent dans des artisans locaux, des matériaux de construction, dont une partie ne sera pas locale, mais dont une partie sera quand même locale aussi, pour rénover le bâti, plutôt que de continuer à financer finalement des entreprises de pétrole. Et c'est de l'argent qui sort du montant. Ça fait le développement de savoir-faire, et là on parle aussi de tout l'aspect innovation technique, hein, qui est contenu dans ces enjeux-là. Isoler le bâtiment, ça peut se faire d'une façon assez traditionnelle, ça peut se faire aussi de façon plus technique. Alors il y a des développement des isolants civils, ça c'est pour l'aspect bâtiment, mais évidemment dans le domaine de la mobilité, on en parlera, il y a énormément d'innovation technique aussi. Dans le cas particulier des électromobilités, la propulsion électrique, après, quel que soit le mode de production de cette électricité, il y a un avantage extrêmement intéressant, c'est que, je parlais tout à l'heure du fait que notre centre-ville, la zone aéroport notamment, présente des seuils de pollution atmosphérique qui dépassent les normes admissibles. Alors c'est vrai que la propulsion électrique, dès lors qu'elle ne génère pas d'émissions polluantes locales, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Alors ça pose toute la question de savoir comment cette électricité elle est générée, comment cet hydrogène qui est utilisé localement est utilisé, ça c'est clair. Ça n'enlève pas cette question épineuse, mais en tout cas, c'est quand même un avantage énorme par rapport à cette forme de mobilité-là, par rapport à la mobilité carburant. Idem pour le bruit. Là aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de tronçons du canton, mais c'est pareil pour tout le canton, hein, où les valeurs d'alarme au niveau des bâtiments, des façades des bâtiments sont dépassées. Hein, ça dépasse 70 décibels le jour ou 65 décibels la nuit. Et ça pose des vrais problèmes de confort pour les usagers. Bien sûr, on peut remplacer les fenêtres acoustiques extrêmement performantes. Il n'empêche que pour les personnes qui habitent là, du coup, elles ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres sans être exposées à un bruit important. Et là aussi, le développement de la mobilité électrique est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et maintenant, il y a un point de vue complètement différent, qui est celui de l'approvisionnement énergétique, du développement des énergies renouvelables, où l'énergie, la mobilité électrique peut être un moyen de stocker de l'énergie. Je vais y revenir dans une seconde. Et puis également, l'élément qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes très intéressés par le développement de cette forme de mobilité, c'est qu'il y a un gain énergétique important avec la propulsion électrique. Finalement, quelle que soit plus ou moins la chaîne de production d'électricité qui est utilisée finalement dans ces véhicules. Alors, j'y reviens parce que là, on touche un peu au nerf de la guerre, à la justification énergétique de la chose. Là, vous avez une représentation d'un oui, on pourrait dire du verso à la tombe, d'une chaîne de transformation de l'énergie, de l'énergie primaire, qui peut être du pétrole, du soleil, de ce qu'on veut. Je ne sais pas très bien ce que représente le symbole du nucléaire. Oui, l'éolien peut-être. Et puis, vous avez toutes les étapes intermédiaires, donc
la raffinerie, ça c'est pour le pétrole, le transport, le stockage, et enfin l'utilisation, donc le passage de l'énergie primaire à l'énergie finale jusqu'à ce qu'on appelle l'énergie utile, ce qui est vraiment transmis comme énergie mécanique au véhicule qui se déplace sur la route. Et puis là, vous avez le driving profile en fonction de la façon d'utiliser le véhicule, vous avez l'impact énergétique. Alors si on reprend ce... Voilà. Alors, voilà, source Protoscar, donc il y a un représentant de Protoscar dans cette salle, mais je dirais, ce ne sont pas les seuls qui ont fait ce type d'analyse des diverses atomes. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on compare à fonction égale, à livrable identique, un véhicule, ici on a mis un véhicule diesel, donc qui a, alors, pour une même quantité d'énergie primaire, on peut raisonner différemment, on peut dire pour une même quantité de kilomètres parcourus par exemple, et là on raisonne par contre une même quantité d'énergie primaire, et bien on voit qu'une filière de propulsion électrique, donc en l'occurrence, ce qui a été ici considéré comme filière, c'était un véhicule électrique où l'électricité est produite à partir d'une centrale électrique alimentée en pétrole ou en gaz, ça peut paraître. C'est ça la comparaison de ce schéma. Évidemment, cette énergie électrique peut être produite différemment. Mais cette comparaison, elle est intéressante parce qu'il y a souvent un argument de personnes bien intentionnées qui disent mais attention, si je remplace mon véhicule à l'essence par mon véhicule électrique, je vais augmenter la consommation d'électricité, ma consommation d'électricité, et celle du canton, celle du pays, et cette électricité vient nous mettre. On oublie que l'électricité qu'on consomme, dans la majeure partie des cas, à l'échelle suisse notamment, elle a été produite d'une certaine façon, notamment par des centrales à charbon, par des centrales à gaz, etc. Et donc, ce qu'on ne consomme plus comme essence, parce qu'aujourd'hui, ce qui est certain, on peut faire avec vos véhicules à essence, ce qui est certain, c'est que vous avez bien de l'essence dans votre réservoir. Ça, vous le savez, vous le remplissez, vous la voyez, votre essence. Ce que vous ne consommez pas en essence, ça pourrait être utilisé, au lieu d'être dans votre réservoir, dans une centrale, et là, qui produit de l'électricité, qui pourrait même produire de la chaleur pour chauffer un quartier, et à ce moment-là, dans cette transformation-là, in fine, vous faites plus de kilomètres. Vous faites plus du double de kilomètres avec la même quantité d'essence. Au lieu d'utiliser votre essence dans votre réservoir, vous la mettez dans une centrale électrique et ensuite dans votre voiture, et vous faites 2 fois plus de kilomètres. Donc l'argument qui dit attention, j'augmente la consommation d'électricité, il ne tient pas. On oublie qu'on économise tout le contenu du réservoir qu'on avait d'essence très concret qu'on met dans son réservoir. Cela dit, il y a peut-être des moyens encore d'utiliser cette essence de façon plus performante, encore que la cogénération, c'est peut-être la meilleure utilisation de ce carburant pour faire de l'électricité, mais on peut aussi, bien sûr, produire cette électricité à partir d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique, via probablement un stockage quelque part. Donc ça, je pense que c'est la donnée fondamentale qui fait l'intérêt de la mobilité électrique. Il est bien là. C'est la question fondamentale. Et pourquoi tout ça? Pourquoi c'est meilleur efficacité globalement? Parce qu'on a la propulsion électrique qui a un bien meilleur rendement que la propulsion par moteur à explosion. Le moteur à explosion, c'est un moteur où vous avez une perte énorme parce que l'essence, pour faire du mouvement, elle va faire beaucoup de chaleur surtout, et il y a beaucoup de chaleur surtout qui va être dissipée dans l'environnement. Alors que le moteur électrique, lui, va avoir un très bon rendement. Donc c'est là le point. Donc évidemment, ça fait un peu rêver parce qu'on dit, voilà, on va, au lieu d'utiliser finalement des voitures à essence, si on n'avait que des voitures électriques, que toute l'essence qu'on a dans la voiture actuellement, ben on pourrait faire 2 fois plus de kilomètres. Donc je raisonne de façon simpliste à l'extrême, on pourrait dire, avec les véhicules électriques, finalement, on va diviser par 2 la consommation d'essence du canton pour la mobilité. Voilà. Alors la réalité est un peu plus subtile et c'est ce qu'on appelle la transition. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre cette vue de l'esprit et la réalité. L'autre élément intéressant, c'est la question du rôle que les véhicules à propulsion électrique peuvent jouer par rapport au stockage des nouvelles énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a finalement
un mix énergétique qui ne cesse de s'étoffer, de s'élargir. Et finalement, les énergies se font concurrence les unes des autres, au point que sur le réseau électrique, vous avez les nouvelles énergies renouvelables, que sont l'éolien et l'énergie photovoltaïque, qui commencent à impacter le prix sur le marché européen de l'énergie. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et une des raisons de cela, bien que ces énergies elles sont intermittentes et elles sont produites précisément au maximum, comme c'est au moment d'un des pics journaliers de la consommation d'électricité. Alors aujourd'hui, on se rend compte que les énergies sont extrêmement intéressantes. Le prix du revenu commence à baisser énormément. Hein, à l'époque, il y a 10 ans, on soutenait financièrement les panneaux photovoltaïques. On payait 60 centimes ou 70 centimes le kilowattheure produit par un panneau photovoltaïque pour permettre à son propriétaire de l'amortir. Aujourd'hui, on va le payer peut-être 30 centimes, voire même pour une très grande installation photovoltaïque, on va peut-être payer 25 centimes. Il faut savoir qu'un ménage, il paye à peu près son électricité 20 centimes le kilowattheure. Un industriel alimentaire moyenne tension va payer à 16 centimes. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution assez considérable sur ce type de technologie. Mais aujourd'hui, on sait très bien que l'énergie renouvelable, la plupart d'entre elles sont intermittentes. Le soleil et l'éolien, ça dépend de la météo. Et puis il y a l'hydraulique, et puis il y a effectivement en roulement, et on peut faire des pompage de ménage. Et on espère demain qu'il y aura la géothermie. Parce que là, la géothermie, c'est aussi une source en ruban de production constante dans le temps. Donc si on arrive à soutenir la chaleur du sous-sol à haute température et à produire de l'électricité, on aura comme l'hydraulique, une capacité de production constante dans le temps d'électricité. Aujourd'hui, on doit jouer sur la complémentarité de ces différentes sources d'approvisionnement. Et la difficulté avec ces énergies intermittentes, c'est qu'il faut développer souvent des déphasages. Alors avant même qu'il y ait les énergies renouvelables, en période de pointe, les électriciens, ils adoraient couper les lave-linges dans le Valais, il y avait des heures où ça coupait automatiquement. Il y avait déjà des techniques de délestage, de déphasage. Et aujourd'hui, avec l'apparition de ces nouvelles énergies renouvelables, on a intérêt à pouvoir faire coïncider l'offre et la demande, et si on ne peut pas, il faut faire des déphasages. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un des gros défis, ça va être de pouvoir stocker l'électricité. J'ai déjà parlé du pompage de gaz. Une autre façon de le stocker, c'est à partir de l'électricité de produire du gaz. On va parler d'électrolyse. C'est l'électricité pour le gaz. De transformer aussi l'énergie en chaleur pour être stockée. Et là, les réseaux de chauffage à distance, ils ont aussi une certaine capacité de stockage, donc aussi moyen au niveau des bâtiments d'avoir du stockage. Et puis sinon, il y a du stockage dans les batteries, au pied des immeubles et dans les véhicules électriques. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Parce que finalement, ce n'est pas seulement l'efficacité de la production électrique, mais ça peut être aussi une sorte de décentralisation d'une capacité de stockage pour répondre à ces besoins de stockage qu'on a si on veut pouvoir utiliser au mieux les énergies renouvelables. J'ai été un petit peu long, je suis désolé, je vais terminer pour dire que voilà, aujourd'hui, il y a à Genève, ça date un petit peu, d'une année ces statistiques, à peu près 220 000 voitures de tourisme, 50 motocycles, 400 à peu près véhicules des transports publics genevois, 3 000 bateaux à moteur. Enfin, voilà, je me suis amusé un petit peu à chercher quelques statistiques sur les véhicules à Genève. Donc la transition sur ce parc, elle va pas se faire très rapidement. Elle va se faire un peu plus rapidement que sur les bâtiments parce que les véhicules ont une durée de vie quand même un peu plus petite que celle des bâtiments. Mais il y a un défi par rapport au parc lui-même, il y a un défi sur la capacité d'approvisionner ce parc en nouvelles énergies renouvelables, en électricité. Donc il faut développer des infrastructures de recharge, il faut développer, alors quel que soit le vecteur utilisé, hydrogène ou autre. Et puis il y a aussi des conditions cadres à développer, parce que ça se fera forcément sur le domaine public, mais aussi sur le domaine privé, à l'intérieur des entreprises, chez les particuliers dans leur garage, etc. En conclusion, la mobilité est un sujet tout à fait important pour la politique énergétique. Il est temps qu'elle s'en occupe. On s'est intéressé à beaucoup de choses avant, et maintenant on voit que la mobilité c'est vraiment un des gros enjeux. C'est à la croisée de plusieurs politiques publiques, c'est pas que l'énergie, c'est aussi les problèmes de pollution, les problèmes de bruit. Et puis, pour ce qui concerne plus spécifiquement les batteries, mais là je suis bien conscient de cibler qu'il y a qu'une technologie particulière, mais il va falloir aussi se poser la question de bien maîtriser les impacts environnementaux possibles, la filière de fabrication, l'élimination des batteries, le recyclage, et puis la disponibilité des ressources pour être sûr qu'il y a assez de substances pour faire ces batteries pour tout le monde. Et actuellement, il y a une réflexion interdépartementale qui est conduite là-dessus.
Lorsqu'elle sera aboutie, finalement, on ne manquera pas, lors d'un autre séminaire, de vous faire part un peu des avancées sur ces questions. Merci pour votre attention. Et puis là, vous avez un lien sur le projet de politique énergétique déposé par le Conseil.